Imaginez, vous avez tout, des milliards sur votre compte, les meilleurs professeurs, les portes de toutes les universités prestigieuses grandes ouvertes. Mais vous êtes un échec total, incapable de réussir le moindre examen, humilié, méprisé même par votre propre père. Et si je vous disais que la clé de votre succès n'était pas détenue par un professeur de Harvard ou un gourou des affaires, mais par un humble concierge noir, discret, que vous n'auriez même pas remarqué? Et son secret a changé non seulement ses notes, mais sa vie même, bouleversant toutes ses idées sur ce que signifie être intelligent, réussir et même simplement être humain. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment le fils d'un milliardaire a trouvé son chemin grâce à un homme que la société avait depuis longtemps mis de côté. Préparez-vous, cette histoire va vous faire réfléchir. Profondément. Alexandre Dubois était l'incarnation d'un paradoxe éclatant. Héritier d'un empire financier colossal, un jeune homme baignant dans un luxe insensé, destiné à la réussite dès sa naissance, il s'avérait en réalité être un échec cuisant. Son père, Pierre Dubois, un homme légende, qui avait bâti sa fortune sur l'innovation et une vision sans faille, ne parvenait pas à comprendre comment de sa propre chair pouvait naître une telle incapacité. Dès l'enfance, Alexandre avait accumulé les retards. Une scolarité chaotique dans les écoles les plus élitistes, une succession interminable de tuteurs, remplacés tous les 6 mois comme de vulgaires mouchoirs, rien n'y faisait. Il avait péniblement obtenu son baccalauréat, et sa tentative d'intégrer une université de la Ivy League s'était soldée par une humiliation publique. Il avait échoué à tous les examens d'entrée. Son père, habitué à ce que l'argent ouvre toutes les portes, était entré dans une rage folle. Il avait finalement payé une place dans un collège privé moins prestigieux, mais tout de même respectable, assorti d'un ultimatum catégorique. Si Alexandre ne se ressaisissait pas, il pourrait dire adieu à tout héritage. « Tu es un Dubois !» tonnait Pierre, martelant chaque mot, son visage virant au cramoisi sous l'effet de la colère. « Tu portes un nom qui incarne la force, l'intelligence, le pouvoir. Et toi? Tu me déshonores. Tu es incapable de mémoriser une formule ou de résoudre un problème élémentaire. Comment puis-je te confier mon empire? » Alexandre, chétif, les épaules toujours courbées et le regard empreint d'une tristesse infinie, écoutait en silence les tirades paternelles. Il ne comprenait pas lui-même ce qui n'allait pas. Des heures de bachotage ne donnaient aucun résultat. Les informations lui échappaient, comme du sable entre les doigts. Les chiffres se brouillaient, les faits s'évanouissaient, les concepts complexes restaient hors de sa portée. Chaque examen était une torture, chaque échec, un coup de poignard, renforçant son sentiment d'inutilité. Ses camarades, pour la plupart enfants de parents tout aussi fortunés, le regardaient avec une condescendance méprisante, voire un dédain manifeste. Le fils à papa sans cervelle, l'héritier décérébré, chuchotait-il dans son dos. Sur le campus du collège, au milieu des étudiants élégants et sûrs d'eux, Alexandre se sentait comme un corps étranger. Il restait invisible jusqu'à ce qu'une nouvelle bévue ne survienne, attirant l'attention générale sur son impuissance. La goutte d'eau fut son échec retentissant à l'examen de mi-session d'économie, une matière cruciale pour la filière qu'il était censé suivre. Non seulement il avait échoué, mais sa copie était consternante, montrant une incompréhension totale des notions les plus basiques. Le professeur l'avait convoqué, le regardant avec une pitié qu'Alexandre trouvait pire que la colère. Ce soir-là, alors que le campus se vidait progressivement et que la lune commençait à percer timidement à travers les nuages, Alexandre était assis seul sur un banc isolé, à l'arrière des bâtiments. Le rapport de notes chiffonné dans sa main, il sentait une boule serrer sa gorge. Les mots de son père résonnaient dans ses oreilles, amplifiés par le silence pesant. Il était un échec total. Il ne méritait rien de tout ce qu'il possédait. Les larmes qu'il retenait depuis si longtemps commençaient à couler silencieusement sur ses joues. C'est à ce moment-là qu'une ombre se dessina à quelques mètres de lui, une silhouette massive mais douce, penchée sur son balai. Samuel Diallo, le concierge du collège. Un homme d'une 60aine d'années, la peau sombre et burinée par le temps, les cheveux poivres et seul, toujours vêtu de son uniforme impeccable, les mains calleuses. Samuel était une figure discrète du campus. Il passait inaperçu, se fondant dans le décor des couloirs immaculés et des salles de cours rangées. Il saluait toujours d'un léger hochement de tête,
d'un sourire rare mais chaleureux, mais personne ne s'attardait jamais sur lui. Il était le concierge, le rouage silencieux de la machine. Samuel, sans un mot, continua de balayer les feuilles mortes qui jonchaient l'allée. Son mouvement était lent, mesuré, presque méditatif. Alexandre le regarda furtivement, sentant une gêne grandir. Il ne voulait pas être vu dans cet état. Il s'apprêtait à se lever et à fuir quand Samuel, rompant le silence, prononça d'une voix grave et douce, teintée d'un léger accent africain. « La nuit, quand on ne voit plus les étoiles, ce n'est pas qu'elles ont disparu, jeune homme, c'est juste que les nuages sont là. » Alexandre, surpris par cette interpellation inattendue, releva la tête. Ses yeux rougis rencontrèrent le regard doux et profond de Samuel. Il n'y avait ni pitié ni jugement dans ses yeux, juste une observation simple, mais qui semblait aller bien au-delà des feuilles mortes qu'il balayait. « Je ne comprends pas, » répondit Alexandre, sa voix rauque. Samuel posa son balai contre le mur et s'approcha lentement, s'asseyant à l'autre bout du banc. « Vous avez l'air d'avoir beaucoup de nuages au-dessus de votre tête en ce moment, n'est-ce pas? » Alexandre fut pris de court. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, avec une telle simplicité et une telle empathie. Les gens parlaient de ses notes, de l'honneur de sa famille, de ses responsabilités. Mais personne ne parlait de ses nuages. « Oui, je suppose, » murmura-t-il, un peu honteux. « Je n'y arrive pas. Peu importe mes efforts, je n'y arrive pas. Je suis bête. » Samuel laissa échapper un petit rire doux. « Bête? Vous, monsieur Dubois? Je ne crois pas. J'ai vu beaucoup d'étudiants passer par ici, les brillants, les moins brillants. Et j'ai appris une chose. L'intelligence, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas une question de savoir réciter ce qui est écrit dans les livres. » Alexandre le regarda, intrigué malgré lui. « Alors, c'est quoi? » « C'est une question de comprendre, de connecter, de voir le fil invisible qui relie toutes choses. » Samuel prit une feuille morte et la tourna entre ses doigts rugueux. « Regardez cette feuille. Pour un botaniste, c'est une cellule, une chlorophylle, un processus de photosynthèse. Pour un historien, c'est un témoin des saisons qui passent, des arbres plantés par des mains anciennes. Pour un poète, c'est une métaphore de la vie et de la mort. Chaque discipline voit la même chose différemment, mais toutes parlent de la même feuille. Le problème, c'est que l'école vous demande de voir tout ça en même temps, mais vous donne l'impression que chaque vision est isolée. Cette nuit-là, la conversation se prolongea, discrète et inattendue. Alexandre écouta Samuel raconter des bribes de sa vie, parlant de son enfance dans un petit village africain, où l'apprentissage se faisait par l'observation des anciens, par les récits autour du feu, par la nécessité de comprendre la nature pour survivre. Il avait appris à lire et à écrire tardivement, par lui-même, guidé par une soif insatiable de savoir, en déchiffrant de vieux journaux et des livres abandonnés. Les professeurs vous donnent des faits, des formules, des dates. C'est comme s'ils vous donnaient un tas de briques et vous disaient de construire une maison. Mais ils ne vous apprennent pas à faire le mortier. Ils ne vous racontent pas l'histoire de cette maison, qui va y vivre, à quoi elle servira. Sans l'histoire, les briques ne sont que des briques. Elles ne forment pas un foyer. La proposition de Samuel fut simple, presque déconcertante. Si vous voulez, je peux vous aider, pas à étudier, mais à apprendre à comprendre. Je ne suis pas un professeur, monsieur Dubois. Je suis juste un vieux concierge qui a vu beaucoup de choses et qui aime les histoires. Alexandre, au plus profond de son désespoir, n'avait rien à perdre. Il accepta, avec une pointe de honte au début. L'idée que le fils du milliardaire Dubois reçoive de l'aide du concierge était absurde, humiliante aux yeux du monde. Leurs rendez-vous devinrent clandestins. Après les heures de cours, alors que le collège se vidait, ils se rencontraient dans le petit bureau du concierge, parfois dans la bibliothèque désertée, ou même dehors, sous les étoiles. Samuel ne tenait aucun livre de cours. Il n'utilisait pas de tableau blanc. Ses outils,
étaient ses mots, ses récits, sa capacité à tisser des liens inattendus. Pour l'économie, Samuel ne parlait pas de courbes d'offres et de demandes. Il racontait l'histoire de son village, comment les récoltes variaient en fonction de la pluie, comment le prix des mangues changeait selon la saison. Il parlait de la valeur du travail, de la dignité de la survie, de l'ingéniosité des artisans qui transformaient de simples matériaux en objets utiles. Une formule, Monsieur Dubois, c'est juste un raccourci, un moyen rapide de décrire une réalité complexe. Mais si vous ne comprenez pas la réalité, la formule ne signifie rien. C'est comme une carte sans le paysage. Il lui expliquait les concepts abstraits en les ramenant à des choses tangibles. Les lois de la physique devenaient les mouvements d'une charrette tirée par un bœuf ou la trajectoire d'une pierre lancée. L'histoire n'était plus une suite de dates ennuyeuses, mais le drame de vies humaines, de décisions qui ont eu des conséquences immenses, racontées avec une emphase qui donnait chair aux rois et aux guerres. Imaginez un roi, disait Samuel, ses yeux brillants. Il est puissant, mais il est aussi un homme. Il a peur, il a des rêves. Pourquoi a-t-il pris cette décision? Qu'est-ce qu'il poussait? Si vous comprenez l'homme, vous comprendrez l'histoire. Progressivement, quelque chose commença à changer en Alexandre. Les faits, qui auparavant glissaient sur lui, commençaient à s'ancrer. Ils ne restaient plus des entités isolées, mais devenaient des maillons d'une chaîne logique, des pièces d'un grand puzzle. Les chiffres s'animaient, les formules prenaient un sens pratique. Il commençait à voir le fil invisible dont parlait Samuel. Au-delà des matières scolaires, Samuel partageait avec Alexandre une sagesse de vie. Il parlait de la résilience face à l'adversité, de la dignité du travail, quel qu'il soit, du respect pour chaque être humain. Il racontait des histoires de son pays natal, où la solidarité était une nécessité, où la sagesse des anciens était une richesse inestimable. Alexandre, qui avait toujours vécu dans un monde de privilèges et de séparation, commençait à remettre en question ses propres préjugés, ses propres définitions du succès et de la valeur. Il apprenait l'humilité en écoutant Samuel, en observant sa sérénité malgré un statut social jugé inférieur. Il y eut un jour où Alexandre vit un groupe d'étudiants se moquer ouvertement de Samuel, laissant des déchets par terre juste après qu'il venait de nettoyer, lançant des remarques désobligeantes. Avant, Alexandre aurait simplement détourné le regard, gêné. Mais cette fois, quelque chose en lui s'était brisé. Il se sentait indigné. Il s'avança vers le groupe, le regard dur, et leur ordonna de ramasser leurs ordures, leur rappelant que Samuel faisait un travail essentiel et méritait le respect. Les étudiants, surpris par cette autorité inattendue de la part du timide Alexandre Dubois, obtempérèrent en marmonnant. Samuel, silencieux, lui adressa un hochement de tête reconnaissant. Ce fut un moment crucial pour Alexandre, une affirmation de son propre cheminement. Les premières améliorations furent subtiles. Une note légèrement meilleure à un petit contrôle. Une participation plus pertinente en classe, où il posait des questions qui démontraient une véritable curiosité, pas seulement une tentative de retenir des informations. Ses professeurs, d'abord sceptiques, commencèrent à le regarder différemment. Monsieur Dubois, votre compréhension semble s'être considérablement améliorée, lui dit un jour son professeur d'économie, un air de surprise sur le visage. Pierre Dubois, lui, remarquait un changement chez son fils. Alexandre semblait plus confiant, moins renfermé. Ses notes, bien que n'étant pas encore parfaites, montraient une progression notable. Pierre attribuait cela aux nouvelles et coûteux tuteurs qu'il avait engagés, ou peut-être pensait-il qu'Alexandre avait enfin grandi. Il était soulagé, mais n'imaginait pas un instant la véritable source de cette métamorphose. Le vrai test arriva avec les examens finaux de fin d'année qui déterminaient l'obtention de son diplôme. L'examen d'économie, en particulier, était redouté. Alexandre armé des « histoires » de Samuel, des images mentales qu'il avait construites pour chaque concept, des liens qu'il avait tissés entre les différentes matières, se présenta devant sa feuille. Il ne paniqua pas, il ne se sentit pas bloqué par les questions complexes. Il se rappela les métaphores de Samuel,
les anecdotes sur le commerce des mangues, les défis d'un roi face à une famine. Il écrivit avec une clarté et une profondeur inattendues, démontrant non seulement la connaissance des faits, mais aussi une compréhension nuancée et une pensée critique. Les résultats tombèrent quelques semaines plus tard. Alexandre avait non seulement réussi l'examen d'économie, mais il avait obtenu une note exceptionnelle, parmi les meilleures de sa promotion. Et il avait brillamment réussi toutes les autres matières. C'était un triomphe total, un bouleversement. Son nom figurait sur le tableau d'honneur. Pierre Dubois fut électrisé par la nouvelle. Il appela Alexandre, sa voix emplie d'une fierté rare. « Alexandre! Incroyable! Je savais que tu finirais par t'y mettre. Ce nouveau tuteur, il est génial. Qui est-il? Je dois le remercier personnellement. » Alexandre sentit son cœur battre fort. C'était le moment de vérité, mais aussi le moment de faire face à ses propres peurs et à l'orgueil de son père. « Il n'y a pas de tuteur, papa, » dit Alexandre, sa voix tremblante mais ferme. « C'est Samuel. » Le concierge. Un silence glacial tomba à l'autre bout du fil. Pierre Dubois, le magnat impitoyable, ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Le concierge? Tu te moques de moi, Alexandre? Un concierge? Qu'est-ce qu'un concierge pourrait bien t'apprendre? C'est une insulte! C'est une humiliation! » Sa voix montait en flèche, la rage reprenant le dessus. « Non, papa. Ce n'est pas une humiliation, » répondit Alexandre, sa propre voix gagnant en assurance. « C'est la plus grande leçon de ma vie. Samuel ne m'a pas donné des réponses. Il m'a appris à penser. Il m'a appris à comprendre le monde, pas seulement à mémoriser des faits. Il m'a appris l'empathie, la dignité, la vraie valeur du travail, et que la sagesse ne se trouve pas toujours dans les livres les plus chers ou les écoles les plus prestigieuses. Elle se trouve parfois dans le regard d'un homme qui a observé la vie de près, avec un cœur ouvert. » Il continua, parlant avec une passion qu'il n'avait jamais osé montrer à son père. Il expliqua comment Samuel avait transformé des concepts arides en récits vivants, comment il avait connecté l'économie à l'humanité, l'histoire au drame personnel. Il expliqua que Samuel lui avait donné la confiance de croire en sa propre intelligence, malgré des années d'échecs. Pierre Dubois, confronté à la conviction inébranlable de son fils, à cette nouvelle force qu'il ne reconnaissait pas, resta silencieux. Il était habitué à manipuler, à dominer, à acheter le succès. Mais cette transformation de son fils, cette nouvelle lumière dans ses yeux, n'avait pas été achetée. « Je veux que tu le rencontres, papa, » conclut Alexandre. « Pas comme le concierge du collège, mais comme l'homme qui a fait de ton fils l'homme qu'il est aujourd'hui. » Quelques jours plus tard, dans le bureau luxueux de Pierre Dubois, un rendez-vous improbable eut lieu. Samuel Diallo, vêtu de son meilleur costume, était assis face au milliardaire. Pierre, visiblement mal à l'aise, hésitant, commença par des remerciements formels, presque forcés. Mais Alexandre intervint, racontant de nouveau l'impact profond de Samuel, non pas sur ses notes, mais sur son âme. Il parle de la sagesse, de la patience, de l'humanité de Samuel. Pierre Dubois regarda Samuel, et pour la première fois, il vit au-delà de l'uniforme du concierge. Il vit un homme digne, serein, dont le regard portait une profondeur que l'argent ne pouvait acheter. Il y eut un échange de mots, plus mesuré, plus respectueux. Pierre, l'homme de chiffres et de pouvoir, fut contraint de reconnaître qu'il existait une forme de richesse et de sagesse qui dépassait de loin ses propres conceptions. La transformation d'Alexandre fut totale et durable. Il continua ses études avec brio, non plus par obligation, mais par une soif authentique de connaissance. Il devint un étudiant brillant, non seulement capable d'analyser des données, mais aussi de comprendre les implications humaines derrière chaque décision économique, chaque loi politique. Il ne devint pas seulement un homme d'affaires talentueux, mais aussi un philanthrope éclairé. Il utilisa sa fortune et son influence pour soutenir des programmes éducatifs innovants, inspirés par la méthode de Samuel, qui mettait l'accent sur la compréhension, la connexion et l'humanité. Il veilla personnellement à ce que Samuel reçoive non seulement une juste reconnaissance pour ses années de service, mais aussi un rôle plus valorisant au sein de l'université, comme conseiller informel pour les étudiants en difficulté. Samuel,
avec sa modestie habituelle, accepta son nouveau statut avec un sourire doux. Il était simplement heureux d'avoir pu partager sa sagesse. L'histoire d'Alexandre Dubois est devenue une légende discrète dans les cercles privilégiés. Un rappel que la vraie intelligence n'est pas un privilège de la naissance ou de la richesse, mais une quête d'ouverture d'esprit et d'humanité. Et que parfois, le plus grand professeur n'est pas celui qui a les diplômes les plus prestigieux, mais celui qui sait voir la lumière derrière les nuages et qui a le courage de partager le secret d'une vie bien vécue. C'est l'histoire d'un fils de milliardaire qui a tout appris d'un concierge noir et qui a ainsi découvert non seulement comment réussir ses examens, mais comment réussir sa vie. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait voir le monde différemment, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Quel est le secret de vie le plus inattendu que vous ayez appris et de qui l'avez-vous appris? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre soutien nous aide à continuer de vous raconter ces récits qui éclairent et provoquent la réflexion.